Raoul de Warren. L'insolite aventure de Marina Sloti. 1. Le conducteur de l'autocar, un vieil homme aux cheveux gris, coupa le contact, entr'ouvrit la portière et se laissa glisser à terre. Aussitôt qu'il eut repris son équilibre, il se dirigea d'un pas mal assuré vers l'avant du véhicule. Le vent qui soufflait avec force lui envoyait des flocons de neige en pleine figure, et ses pieds enfonçaient profondément dans l'épaisse couche qui recouvrait le sol. Il avait projeté devant lui le faisceau lumineux de sa torche électrique et put ainsi mesurer l'étendue du désastre. Lentement, il fit le tour de l'autocar, puis, lorsqu'il fut bien convaincu de l'impossibilité de dégager celui-ci, il remonta dans la voiture en refermant aussitôt la porte derrière lui, afin de ne pas laisser le froid pénétrer à l'intérieur. Cette fois, je crois bien qu'il n'y a plus rien à faire pour continuer, annonça-t-il d'une voix morne. Nous sommes tombés dans une congère et les deux roues avant sont enfoncées dans plus de 30 centimètres de neige. Plusieurs formes s'agitèrent dans l'obscurité, tandis que des exclamations désolées s'élevaient de toutes parts. « Mais c'est une catastrophe! Qu'allons-nous devenir ?» L'homme haussa les épaules d'un air désabusé. « Une seule chose à faire pour l'instant, dormir, » affirma-t-il d'un ton péremptoire. « Lorsqu'il fera jour, nous aviserons. »« À quelle distance sommes-nous du prochain village ?» demanda une voix féminine. « Au moins 6 kilomètres, peut-être plus. Vous savez qu'habituellement je ne prends pas cette route, qui d'ailleurs était interdite à la circulation. Aussi je la connais mal. Je regrette bien d'avoir cédé à vos instances et de m'y être engagé au dernier croisement lorsque nous avons constaté que la route normale était barrée par cet arbre abattu par la tempête. Il aurait beaucoup mieux valu revenir à Millau. L'un d'entre nous ne pourrait-il pas vraiment essayer de faire 6 kilomètres à pied ? Pas avec cette couche de neige qui ne permet plus de distinguer la route de la lande, et celle-ci est remplie de fondrières. L'imprudent qui s'y risquerait aurait vite fait de se perdre ou se tordrait immanquablement la cheville en posant le pied dans un trou. Même avec une lampe électrique ? Oui, ce serait trop risqué. Croyez-moi, mademoiselle Marina, il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre le jour. Se résignant devant l'inévitable, la plupart des voyageurs acquiescèrent silencieusement, mais la jeune fille qui avait parlé la dernière ne se laissa pas convaincre si facilement. « Le mal n'est peut-être pas aussi grand que vous croyez, reprit-elle. Nous sommes 8 personnes dans cette voiture. Si nous nous y mettons tous, je suis persuadé que nous arriverons à déblayer suffisamment la neige pour vous permettre de faire demi-tour. »« Eh bien moi je suis persuadé du contraire, » répliqua le chauffeur que l'impatience commençait à gagner. « Nous n'avons même pas de pelle. D'ailleurs, si vous ne voulez pas me croire, vous n'avez qu'à aller vous rendre compte par vous-même. »« C'est bien mon intention, » répartit la jeune fille sans se laisser démonter. « Auriez-vous l'amabilité de venir avec moi ?» Le conducteur, qui semblait habitué aux manières de la voyageuse, haussa les épaules avec résignation. « Allons-y, soupira-t-il, en s'effaçant pour la laisser sortir. « Mais vous serez vite convaincu. » L'instant d'après, Marina Sloti était en effet obligée de se rendre à l'évidence. Le chauffeur avait dit vrai. Cependant, malgré les rafales de vent qui plaquaient sur eux la neige tourbillonnante, la jeune fille ne se décidait pas à regagner l'autocar. « C'est quand même vexant, murmura-t-elle, dépitée. Et pas une maison en vue, naturellement. »« Je n'ai aperçu aucune lumière depuis Bleillac, » assura l'homme. « Cette partie du causse du Larzac est complètement inhabitée. »« Nous sommes en bas d'une petite côte, mais le sommet n'est pas très éloigné. »« En effet. »« Voulez-vous me confier votre lampe électrique ? J'aimerais faire quelques pas au-delà de la zone éclairée par les phares, afin de m'assurer qu'il n'y a vraiment aucune habitation à proximité. »« C'est bien inutile, » maugréa l'homme entre ses dents. « Enfin, si cela peut vous faire plaisir, tenez, prenez en même temps ce vieux journal, vous l'entourerez en cornet autour de la lampe, afin de concentrer la lumière juste devant vous. Avec cette neige qui tombe sans arrêt, cela vous permettra d'y voir plus clair. » Pendant quelques minutes, il suivit du regard la mince silhouette qui progressait avec difficulté dans le triangle lumineux, puis celle-ci disparut à sa vue. 20 secondes plus tard, portée par le vent, la voix triomphante de la jeune fille parvenait jusqu'à lui. « Je suis au sommet de la côte !
Je vois une lumière à moins de 400 mètres. Je pousse une pointe dans cette direction. » Puis, ce fut le silence. Ernest, le chauffeur, attendit longtemps, debout dans la neige, en battant la semelle pour essayer de lutter contre le froid qui l'envahissait. Espérant à chaque instant voir réapparaître la jeune fille, puis n'y tenant plus, il se décida à remonter dans l'autocar à la fois pour se réchauffer et pour mettre les autres voyageurs au courant de l'escapade de leur compagne. Un quart d'heure s'écoula encore avant que ceux-ci, vaguement inquiets, ne se décident à se joindre au conducteur pour partir à la recherche de l'imprudente. Mais lorsqu'ils parvinrent au sommet de la côte, aucune lumière n'était visible aussi loin que le regard pouvait porter. Longuement, ils hélèrent la disparue sans que leurs cris éveillassent le moindre écho. Pendant de longues minutes, ils battirent la campagne en tous sens, de plus en plus anxieux, pataugeant dans la neige. Puis celle-ci cessa de tomber, et le ciel s'éclaircit suffisamment pour que les chercheurs eussent la certitude que non seulement il n'y avait aucune habitation à proximité, mais que le terrain ne présentait alentour aucun trou ni aucune fosse où la jeune fille aurait pu choir par mégarde. Alors, harassés de fatigue, ils décidèrent d'interrompre leurs recherches et d'attendre l'aurore à l'intérieur du véhicule. De nouvelles investigations entreprises dès le lever du jour demeurèrent également infructueuses. Marina Sloti avait disparu à 200 mètres de l'autocar, sans laisser la moindre trace, et aussi complètement que si elle était tombée dans une trappe. Les recherches poursuivies dans le courant de la journée par la gendarmerie, aussitôt qu'elle put être alertée, n'aboutirent pas davantage. Interrogé sur l'identité de la voyageuse, le conducteur indiqua que depuis 4 mois elle prenait régulièrement le car chaque mardi pour se rendre à Lodève, où elle devait trouver une correspondance, mais il ignorait pour quelle destination. Il avait eu l'occasion, au cours des précédents trajets, de se rendre compte du caractère un peu fantasque de la jeune fille, et d'apprendre que son prénom était Marina. Mais il ne savait rien de plus sur son compte. L'examen de sa valise demeurée dans l'autocar n'apporta pas d'autres éléments d'information. Celle-ci ne contenait que du linge et des vêtements sans aucune marque. L'enquête effectuée dans les localités voisines ne donna aucun résultat. Au bout de 8 jours, l'affaire fut classée.